Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, pourquoi et comment. Donc aujourd'hui, on est ensemble 1 heure, on aura le plaisir également d'entendre Pauline Beuzelin, cofondatrice et directrice de Mijuin, j'espère que je le prononce bien, et Sandy Loavre qui est chargée d'accompagnement à l'adresse lors de leur témoignage par la suite du webinaire. Et je me présente, je suis Floriane Vernet, chargée de mission à la vie. Donc, avant de commencer, toute chose, une petite consigne sur les informations, sur les fonctionnalités de communication. Donc, vous avez un chat pour discuter, partager vos commentaires ou informations. On partagera également des liens au fur et à mesure de la présentation pour que vous puissiez aller voir des sites ou des ressources que l'on partage. Et vous avez un module de questions-réponses, donc si vous souhaitez poser des questions aux différentes intervenantes. Donc, pour information, je vais présenter le déroulé, mais il y a un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin du webinaire. Mais voilà, parfois, au fur et à mesure de nos présentations, on répond directement aux questions qui sont posées. Donc, faites bien la distinction entre les deux modalités. Ce matin, j'ai eu un petit souci avec ma houlette. Donc, nous aurons 3 temps. Je vais commencer par faire un décryptage sur les grands principes de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, et vous partager également quelques ressources pour se faire accompagner ou se faire financer, voilà, via des ressources que l'on produit à la VISE. Nous aurons ensuite donc les 2 témoignages de Sandy et de Pauline pour avoir tour à tour leur retour d'expérience sur ce que ça signifie monter son projet, se faire accompagner. C'est quoi les conseils qu'elles vont pouvoir vous donner dans ces premières étapes, ces premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et puis, comme indiqué, on aura un temps de questions-réponses à la fin où on pourra répondre aux questions qui n'auront pas été solutionnées d'ici là. Avant de commencer sur l'ESS, une présentation de la VISE. Peut-être que certains nous connaissent, peut-être d'autres non. La VISE, c'est une agence d'ingénierie pour entreprendre autrement. Donc, concrètement, c'est une structure associative d'une trentaine de salariés aujourd'hui qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en France et en Europe. Donc, on existe depuis 2002. Et concrètement, on va dire, 4 grands métiers. D'une part, on est centre de ressources nationales sur l'ESS, donc on crée de l'outillage où on partage des outils à destination des porteurs de projets de l'ESS, mais aussi à destination des accompagnateurs ou des décideurs publics et privés pour pouvoir tout simplement mieux comprendre certains enjeux autour du développement de projets, de filières, de thématiques. Donc, on a des dossiers sur des thématiques diverses et variées. On anime des communautés d'accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire, donc sur toutes les stades de création, c'est la slide juste après, mais on travaille avec les incubateurs de projets de l'économie sociale et solidaire, on travaille avec les chargés d'accompagnement du DLA, du dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif public d'appui et d'accompagnement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. On travaille aussi sur les enjeux de changement d'échelle, les enjeux d'évaluation d'impact, enfin, voilà. On développe des programmes nationaux d'accompagnement, donc parfois en propre et en partenariat avec des partenaires comme certaines fondations, où on peut travailler sur le changement d'échelle d'innovation sociale, par exemple. Et on finance via le Fonds social européen, donc on redistribue le FSE via des appels à projets, et il y en a quelques-uns qui sont en cours d'ailleurs. Donc voilà, c'est 400 acteurs de l'accompagnement animés par la VISE, 6 000 entreprises de l'ESS accompagnées par le DLA et 670 000 personnes qui visitent le site chaque année, en moyenne. Ça, c'est un schéma pour un petit peu mieux visualiser toutes les étapes concernées par nos travaux à la VISE et plus globalement autour de la vie d'un projet. L'écosystème d'accompagnement dédié à l'économie sociale et solidaire, il s'est bien développé et enrichi depuis les années 2000 et en particulier après la loi de 2014 et l'adoption de cette loi qui a donné une définition et posé un cadre juridique à l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous, à travers nos missions à la VISE, on s'intéresse vraiment à toutes ces étapes de développement d'un projet pour comprendre quels sont les besoins des entrepreneurs à chaque étape, quelles sont les réponses à lui apporter, c'est quoi les outils ou les dispositifs existants ou manquants pour les aider.
Donc, on voit un petit peu là, il y a 3 principales phases, c'est schématique, hein, mais il y a la création du projet, sa consolidation et éventuellement son changement d'échelle si souhaité. Comme je vous dis, hein, c'est bien un schéma, parfois le parcours d'un projet, il est rarement aussi linéaire, il peut y avoir des allers-retours, des phases qui se superposent. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on se concentrera sur la phase de création, parce que c'est un webinaire qui s'adresse à des porteurs de projets qui veulent se lancer. Et on voit que dans cette phase, il y a encore une multitude de sous-étapes qui, elles non plus, ne sont pas linéaires ni obligatoires, mais c'est pour comprendre que pour chacun, il existe des réponses adaptées à vos questions et des programmes d'idéation pour susciter un peu l'envie d'entreprendre, pré-incubation pour savoir se positionner son projet, jusqu'à des parcours d'incubation pour se lancer. Avant de démarrer le décryptage, donc j'ai fait cette petite introduction, et pour savoir qui vous êtes aujourd'hui, on va lancer un sondage avec 3 questions que vous allez voir apparaître pour que nous aussi, on sache qui est derrière pas les caméras parce qu'elles ne sont pas allumées, mais en tout cas derrière les écrans. Donc voilà, une première question pour savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes porteur de projet, entrepreneur social, professionnel de l'accompagnement ou du financement, salarié ou bénévole d'une structure de l'ESS, tête de réseau de l'ESS, étudiant curieux ou autre. Une autre question pour évaluer vos connaissances sur l'ESS. Est-ce que vous êtes expert, à l'aise, sensibilisé ou débutant? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Et puis aussi, est-ce que vous souhaitez créer un projet de l'ESS? Est-ce que c'est déjà en cours? Est-ce que vous y pensez? Oui, et en plus, vous en avez déjà créé ou non? Donc encore un petit peu. Mi-juin. On a bientôt toutes les réponses. Donc, je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Donc, pas mal de futurs porteurs de projets ou professionnels de l'accompagnement et du financement qui sont présents aujourd'hui. Pour la plupart, vous êtes à l'aise avec le sujet ou déjà sensibilisés, vous avez besoin d'exemples, quelques experts. Et puis, OK, 43% qui pensent à lancer ou créer un projet de l'ESS et tout autant qui n'y pensent pas, mais qui sont quand même. Très bien. Je partage les résultats. Je ne l'avais pas fait rapidement. Bon, je vais pouvoir aller peut-être un peu plus vite sur certaines notions pour la suite. Avant d'approfondir sur l'ESS, l'entrepreneuriat social, sachez que sur le site de la VIS, vous pouvez retrouver un ensemble de ressources utiles, dont cette rubrique sur l'entrepreneuriat social avec une rubrique entreprendre. Vous pouvez trouver des détails sur les programmes existants. Et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter Entreprendre autrement, qui est mensuelle et qui vous permet d'être tenu informé des actualités, événements, appels à projets en cours que l'on partage à ce moment-là, ou des nouveaux guides ou nouvelles ressources qui sont créées. Parmi les ressources pour les porteurs de projets aujourd'hui qui souhaiteraient se lancer, qui y pensent, il y en a une en particulier qu'on voulait mettre en avant, c'est ce guide Se lancer dans l'entrepreneuriat social qu'on a réalisé à partir de retours d'expérience de porteurs de projets et d'accompagnateurs, dans lesquels vous retrouverez donc des conseils, des bonnes pratiques et même quelques petits exercices pratiques quand vous vous lancez. Donc, il est gratuit en open source, en ligne, et vous aurez le lien soit dans la discussion, là, soit dans tous les cas dans la présentation PowerPoint. Pour quelques repères pour se repérer dans l'ESS, c'est important, je trouve, de revenir sur on va dire l'histoire et le fait que c'est une économie qui existe depuis le 19e siècle, au moment où elle a dû s'organiser face on va dire, aux dégâts engendrés par la révolution industrielle. Et donc, ça a été la naissance des premières sociétés de secours mutuels, donc qui seront les futures mutuelles, les premières coopératives de crédit mutuel, coopératives de production, de consommateurs, des premières coopératives agricoles, donc des statuts des entreprises qui existent encore aujourd'hui.
En 1901, cette fameuse loi qui établit la liberté d'association, donc elle marque aussi le début du développement associatif et qui prend un nouvel essor après la libération en 1945, notamment dans les secteurs de la jeunesse, de la protection de l'enfance, du sport, de la culture, voilà, globalement de l'éducation populaire. Il y a ensuite dans les années plutôt 70-80 où c'est l'économie solidaire qui voit le jour. Et donc là, on a le développement de l'insertion par l'activité économique, qui est un mode d'entreprendre aussi qui permet de lutter contre les effets du chômage et de l'exclusion et qui a souvent pris la place dans des activités assez peu prisées du secteur privé classique, comme dans les services de proximité, le tri, le recyclage. Et on voit d'ailleurs que c'est aujourd'hui des activités à part entière de l'économie circulaire, par exemple. Donc, ça a quand même été des entreprises de l'ESS qui ont initié le mouvement et la dynamique. Donc, dans les années 2000, c'est plutôt des dynamiques entrepreneuriales qui émergent pour répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits par les services publics. Et c'est là que commencent les prémices, on va dire, d'une politique publique de l'économie sociale et solidaire qui a permis le développement aussi de fonds ou de dispositifs dédiés, comme le dispositif local d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, la création de la VISE en 2002, la création de réseaux dédiés à l'ESS dès ces années-là. Et puis, en 2014, la loi dite Hamon, relative à l'ESS, qui reconnaît un ensemble réunissant l'économie sociale, l'économie solidaire et l'entrepreneuriat social. Donc, quand on parle d'économie sociale et solidaire, cette loi, notamment, a posé 4 grands principes. L'ESS, c'est d'abord avoir une utilité sociale qui doit être au cœur du projet, vraiment sa raison d'être. Donc, ça peut s'inscrire dans plein de domaines, lutte contre la précarité, éducation, environnement, protection de l'environnement. Et voilà, c'est vraiment ce qui va donner le pouls du projet tout au long, qui va déterminer aussi son développement stratégique un peu. Un modèle économique viable pour plutôt assurer la mission sociale. On parle aujourd'hui parfois de modèles hybrides qui peuvent mixer des subventions publiques, privées, de la vente de biens et services. Bon, dans tous les cas, c'est le fait de trouver un modèle économique adapté à son projet. Le fait d'avoir une gouvernance démocratique, donc ça peut prendre des formes assez variées. Ça varie aussi selon la forme juridique, c'est une association, une coopérative. Mais voilà, c'est l'idée d'essayer d'avoir une gouvernance la plus démocratique possible. Et enfin, ça c'est un peu lié aux autres principes, c'est le fait de poursuivre une lucrativité qui est limitée. Donc, c'est-à-dire que la rentabilité, bien sûr que l'entreprise peut être rentable, mais elle doit être mise au service de la finalité sociale de l'entreprise. Donc, l'argent, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen d'atteindre l'utilité sociale à ce moment-là. Donc, ça peut prendre plein de formes, ça peut être un encadrement de l'échelle des salaires, ça peut être un processus de décision sur lequel la propriété du capital n'influe pas, ça peut être une rémunération du capital aussi qui est limitée, etc. Un réinvestissement aussi des bénéfices dans le projet social, ça peut rendre vraiment beaucoup de formes. Sont considérés comme poursuivant une utilité sociale au sens de la loi de 2014, les entreprises dont l'objet social il est de satisfaire au moins une des 3 conditions suivantes, c'est soit d'apporter à travers ces activités un soutien à des personnes en situation de fragilité. Donc, quand on dit fragilité, soit une fragilité économique, sociale ou du fait de leur situation personnelle. Ça peut être des personnes qui sont fragiles du point de vue de leur santé ou qui ont des besoins d'accompagnement sociaux ou médico-sociaux. Et ces personnes, elles peuvent être soit des salariés, soit des usagers, soit des membres, soit des bénéficiaires de l'entreprise. Deuxième condition à laquelle ça peut répondre, ça peut être d'avoir aussi pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités au sens large, inégalités sociales, économiques, culturelles, d'accès à certains services primaires. Et ça peut être aussi de concourir au développement durable à travers ces dimensions également économiques, sociales, environnementales et globalement, on va dire, de la transition écologique et solidaire. Donc, on voit que ce n'est pas un secteur d'activité, c'est vraiment un mode d'entreprendre qui se retrouve dans beaucoup de secteurs. L'objet même du coup d'une entreprise, c'est de répondre à ce besoin
social, sociétal. Et comme je l'ai rapidement dit, pour une entreprise de l'ESS, il y a 3 manières d'être sociale, soit par ses salariés, par ses clients ou bénéficiaires, ou par sa production de biens et services. Et dans l'ESS, on a plusieurs formes juridiques. Depuis 2014, principalement, on en trouve 5 grandes familles de statuts. Donc, il y a les coopératives, les associations, qui représentent quand même la majorité des entreprises de l'ESS aujourd'hui en France, la famille des mutuelles, la famille des fondations et a été introduit aussi certaines sociétés commerciales qui peuvent être agréées ESUS. Donc, l'agrément ESUS, ça permet à n'importe quelle structure d'être reconnue comme structure de l'ESS en respectant un certain nombre de critères liés aux 4 principes de l'ESS que j'ai présentés juste avant, la recherche d'une utilité sociale, la politique de rémunération qui encadre les salaires, pas de cotation en bourse, etc. Donc cet agrément, il permet aux entreprises à statut commercial de se faire reconnaître comme faisant partie du mouvement de l'ESS et de bénéficier donc, de dispositifs dédiés, parfois de financement dédié, mais c'est surtout d'être impliqué dans ce grand mouvement. Aujourd'hui, vous pouvez, comme je disais, il y a beaucoup de dispositifs qui sont créés, dédiés, et vous pouvez vous faire accompagner pour créer votre projet de l'ESS. Il y a plusieurs choses à avoir en tête sur les... Bon, pourquoi se faire accompagner? Ça permet déjà de prioriser ses actions, d'avoir un regard critique sur le développement du projet, la pertinence des actions, être pragmatique. Ben voilà. On peut avoir une super idée, mais ne pas être un entrepreneur né. Donc, il y a des structures dont c'est le métier de vous aider, de faire de l'accompagnement technique sur le projet et de l'accompagnement humain. Ça permet de prendre du recul, de surmonter des périodes de doute et d'avoir aussi les outils, comme je disais, pour construire son modèle économique. Parce que parfois, ce modèle, de point de vue de toutes ces caractéristiques, ces critères, peut être un peu plus complexe à mettre en place que celui d'une entreprise dite traditionnelle. Donc, avoir des experts, ça aide aussi pour aller plus vite. Ça permet aussi de développer son réseau. Donc, l'ESS, c'est un mouvement et ça permet à ce moment-là de se connecter à d'autres entreprises qui ont des valeurs similaires, qui peuvent partager valeurs et principes d'action avec vous, d'autres porteurs de projets, des partenaires. Mais se pose la question de par qui se faire accompagner. Donc, en fait, comme tout créateur d'entreprise, il est possible de se faire accompagner par différents dispositifs, les chambres de commerce et d'industrie, les BGE, le réseau Entreprendre, des pépinières. Donc, voilà, tous les dispositifs, on va dire, de droit commun des créateurs d'entreprise sont bien entendu ouverts pour un créateur d'entreprise de l'ESS. Mais il est aussi intéressant de savoir qu'il existe des spécialistes, comme je disais, qui ont la particularité de bien connaître ces modèles économiques et les modèles aussi juridiques adaptés au projet. Et je vais le montrer juste après. En France, il y a beaucoup d'acteurs d'accompagnement à l'émergence et l'accélération de projets de l'ESS répartis partout en France. Et à la VISE, on a créé des cartographies ou des annuaires d'acteurs pour que vous puissiez vous repérer sur qui accompagne quoi et sur votre territoire. Et on voulait aussi remettre sur un petit conseil sur comment choisir son programme d'accompagnement. Mais je pense que tout à l'heure, Sandy en parlera mieux. C'est aussi important de se poser sur quel temps on a à disposition pour développer son projet. Est-ce qu'on est actuellement en emploi? Est-ce qu'on a du temps dédié pour cela? Voilà, ça va aussi jouer sur quel type de programme on peut faire, sur les thématiques du projet, parce qu'il y a des accompagnements qui peuvent être liés à certaines, qui peuvent être généralistes ou qui peuvent être très liés à un secteur d'activité. Le contenu du programme, ce que vous allez retrouver, les modalités de sélection, et est-ce que ce programme a un coût. Et dans les acteurs que je vais vous présenter juste après la cartographie que je vais partager, sachez que ce sont tous des structures d'accompagnement à la création de projets qui proposent un accompagnement qui est gratuit ou quasi gratuit pour les bénéficiaires parce qu'ils le font financer par un tiers, par des partenaires, pour que, rendre l'entrepreneuriat social accessible au plus grand nombre. Donc, parfois, il y a un reste à charge pour les bénéficiaires, mais en général, voilà, c'est assez minime. Donc, cette cartographie, vous la retrouverez bien entendu en ligne
Je ne vais pas détailler chaque acteur. Vous retrouverez aussi un annuaire des accélérateurs et incubateurs de l'économie sociale et solidaire qu'on a mis à jour et qu'on remet à jour cette année encore. Voilà. Et parmi les financements, donc dernière chose, puisque c'est aussi un sujet et une étape clé dans la construction d'un projet. Parfois, c'est une étape que vous pouvez redouter et pourtant, il y a beaucoup de dispositifs de financement dédiés à la création de projets qui existent. Et voilà. Pour se repérer, on a également réalisé des cartographies qui sont encore plus détaillées que celles-ci, bien entendu. Pardon. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir des conseils pour se préparer sur la recherche de financement, qui aller voir, comment se faire accompagner. Les incubateurs vous aident aussi là-dessus. Mais voilà, vous retrouverez le lien pour aller regarder tout cela plus en détail par la suite. Je crois que mon monologue est terminé et que je vais maintenant pouvoir laisser la place donc aux 2 témoins qui sont aujourd'hui présentes et qu'on accueille avec plaisir pour pouvoir voilà, incarner un petit peu tout ce que je viens de dire sur les principes de l'ESS, les principes de l'accompagnement et qui vont pouvoir faire votre retour d'expérience. Donc Pauline, je vois que tu as rallumé ta caméra. Pauline Beuzelin, fondatrice et directrice de Mi-Juin, comme la période. Et je te laisse très rapidement la parole. Merci. Merci Floriane. Oui, du coup, ça se prononce mi-juin parce que c'est l'époque où les champignons sont en fleurs. Désolée, j'ai un peu la voix cassée, mais ça va le faire. Et donc, mi-juin, c'est un atelier de confection consacré au lin en circuit court que j'ai monté. Ça a commencé le dépôt des statuts, c'était le 7 janvier 2022. Mais avant ça, il y avait déjà eu pas mal de travail et d'idées. En fait, l'idée à la base, c'était d'aller à la rencontre des acteurs de la filière lin. Je pense que la plupart des projets entrepreneuriaux de manière générale, mais d'autant plus dans l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat à impact, c'est vraiment d'essayer de partir d'un problème et de s'intégrer dans une possible solution auprès d'autres acteurs. Et donc, nous, ça a vraiment été le cas. Donc, sur le sujet du lin, nous, notre problématique, on est arrivé du constat de, OK, on produit beaucoup de lin en France, surtout le littoral de la Manche, donc beaucoup en Normandie où on est implanté, mais aussi dans les Hauts-de-France, par exemple. Sauf que cette matière première, elle part en général très loin. Elle part en Chine, en Inde, dans des pays. Alors à la fois, c'est vraiment l'alliance des problèmes environnementaux et sociaux, avec un manque de traçabilité, de transparence qui fait qu'on ne sait pas trop comment ça se passe là-bas. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous avait proposé d'aller visiter un taillage de lin. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, je n'étais pas du tout dans ce secteur à l'origine. Et du coup, on a carrément, on s'est dit, on va aller faire un tour avec une copine. On est parti faire un tour de la Seine-Maritime à vélo à la rencontre des acteurs de la filière pour comprendre davantage ce qui était nécessaire, ce qu'on pouvait essayer de remonter dans cette chaîne de valeur. Et on est arrivé au constat qu'il n'y avait pas assez d'ateliers de confection en France parce que du coup, la plupart, alors quand il y a des marques éco-responsables qui cherchent à faire mieux, plutôt que d'aller en Chine ou en Inde, elles vont souvent au Portugal, donc c'est un peu le plus proche et c'est parce ils ont gardé des savoir-faire que nous, on a un peu perdu chez nous. Donc, on est parti de ce premier constat et que en fait, ça pouvait avoir du sens de monter un atelier de confection qui serait consacré au lin en circuit court et qui travaillerait uniquement avec les filatures et les tissages qui relocalisent sur le territoire. Là, on voit beaucoup de lin un peu partout dans les boutiques, sur les sites, etc. Et en général, ce lin, du coup, on va souvent voir qu'il est français parce qu'à l'origine, il a poussé ici, mais il a souvent été transformé au bout du monde, ce qui est quand même pas super. Donc là, nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est quelque chose complètement à l'opposé, en travaillant uniquement avec les 3 filatures qu'on relocalisait. Et elle nous livre des rouleaux de tissu. Et dans notre atelier, on a des machines à coudre industrielles. Ça, c'est la petite photo avec les machines, là. Et voilà donc l'activité. On vend à la fois aux particuliers sur notre site internet, on vend aussi aux entreprises où on fabrique des produits personnalisés, donc toujours en lin, personnalisés avec le logo de l'entreprise ou de l'association. On veut aussi développer toute la partie fabriquée pour d'autres marques. Et donc, on a besoin pour ça de s'industrialiser. Donc là, c'est ce qui vient dans les prochains mois. On est aussi entreprise d'insertion. Donc, en fait, c'est venu. Ça, c'est venu d'ailleurs grâce à l'accompagnement dont je vais
faire aussi un lien avec l'adresse. Quand l'idée a commencé à émerger et qu'on savait ce qu'on voulait faire, on a postulé à l'incubateur de l'adresse Normandie. Donc, c'est un des incubateurs du réseau de la Vise. Et du coup, ça nous a permis d'être en relation. Donc là, le format de cet incubateur, c'est à l'époque, il y avait 15 entrepreneurs par promotion. Et du coup, ça m'a permis d'être en relation avec plein d'entrepreneurs qui montaient des projets autour de l'entrepreneuriat social et de découvrir le monde de l'insertion que je ne connaissais pas vraiment. Et au final, bon, du coup, ça m'a paru assez intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion d'insertion à ajouter dans notre atelier de confection. Et donc là, vous avez les 3 engagements que j'ai un peu évoqués, mais du coup, la traçabilité, la durabilité et l'humain. Donc la traçabilité, j'en parlais, c'est en travaillant uniquement avec des partenaires locaux. Je pense que notre impact économique, social, il est super parce qu'il est à la fois à notre échelle, mais il est aussi avec un devoir de vigilance sur toute la traçabilité, toute la chaîne de valeur, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et la durabilité, du coup, parce qu'on s'engage à aussi faire la qualité dans notre atelier, parce que ça n'aurait pas de sens de pas mettre la qualité au centre de notre atelier. Et l'humain, parce que du coup, on est agréé entreprise d'insertion et que c'est vraiment notre volonté de travailler avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi, de travailler aussi sur ces compétences intergénérationnelles qui font qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire sur le territoire. Donc maintenant, les couturières qui savent bien coudre, elles sont souvent en fin de carrière, elles ont souvent plus de 50 ans. Et donc, du coup, c'est maintenant qu'il faut y aller et qu'il faut permettre la transmission des savoir-faire et donc avoir des jeunes qui intègrent l'atelier et qui ont cette transmission de savoir-faire. Donc, voilà pour le projet. Est-ce que je peux vous dire d'autres choses sur les débuts? Je pense que vraiment, ça a été... en fait, je n'étais pas vraiment prête à monter l'entreprise. Je pense que le fait d'avoir été accompagnée par l'adresse très, très tôt, au moment où on avait simplement l'idée, on savait à peu près où est-ce qu'on voulait aller, mais on ne savait pas vraiment comment. Ça a été vraiment super, et d'être confrontée à d'autres porteurs de projets, c'était vraiment génial, et c'est toujours des personnes, le fait aussi que ce soit à échelle locale. Bon, j'aimais beaucoup aussi les structures d'accompagnement à échelle nationale avec beaucoup de visio, et cetera. Mais avoir un accompagnement à échelle locale, c'est chouette parce que du coup, ça crée vraiment un réseau de dirigeants de sociétés et d'associations de l'ESS, qui fait que c'est vraiment, je pense, une plus-value sur le long terme pour se développer. Est-ce que je peux ajouter d'autres choses? Je ne sais pas, après, si vous avez des questions, peut-être que vous les posez plutôt à la fin. Mais en tout cas, ouais, l'accompagnement, je vous recommande vraiment d'être accompagné par des structures locales. Puis c'est hyper aussi enrichissant au niveau personnel, donc ça vaut vraiment le coup. Et après, je ne sais pas trop si je développe quelques points. N'hésite pas à me dire, Floriane, si tu veux que je développe certains sujets, ou si je passe la main à Sandy et après, on passe aux questions. Ceci. Et ben là, il y a une question peut-être que tu peux répondre directement. Ouais. Quelqu'un qui dit que c'est un gros projet dès le départ, donc investissement en locaux et machines, et aussi au niveau des salariés, Ouais. que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles, sur votre route. Ouais, énormément. Alors du coup, effectivement, en fait, l'idée, c'est soit on monte un atelier de confection, on a des millions, où on a des investisseurs, et du coup, on monte un gros atelier dès le début, avec de gros investissements machines et toute une équipe directe de 20, 30 salariés. Bon, là, du coup, nous, on a pris le parcours un peu inverse de plutôt essayer de se débrouiller. Donc là, pour le moment, dans l'équipe, on est 6. Alors oui, alors sur la différence entre ESS et entreprise à impact, moi je ne sais pas, donc je te laisserai, Floriane. Je pense que c'est un petit peu la même chose, mais enfin ça dépend. Peut-être qu'il y a des entreprises à impact qui ne sont pas du tout dans l'ESS. Je te laisserai répondre. Et donc sur ce que je disais sur les investissements, donc oui, en fait je pense qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc, je pense que dès le début, on a été sur la stratégie de tester des choses et apprendre et se développer comme ça. Et donc on est vraiment sur des phases de développement, des petites phases de développement là pour le moment. Donc, on est 6 dans l'équipe, on est dans 60 mètres carrés, on est dans une ancienne usine textile à côté d'autres artisans. Donc, c'est un peu ce qu'on peut appeler un tiers-lieu, on ne l'a pas encore défini comme ça, mais il y a un menuisier qui travaille du bois local, il
il y a le brasseur qui fait sa bière locale, il y a des architectes, urbanistes, permaculteurs sur place qui sont en train de travailler sur le lieu et de redonner vie à cette ancienne friche. Et donc, nous, on s'est installé là avec 60 mètres carrés dans l'idée, parce qu'il y a de la place, d'étendre et d'augmenter à chaque fois, de pousser le mur à chaque fois pour augmenter à la fois nos investissements machines, à la fois l'équipe et à la fois du coup les locaux. Donc on fonctionne vraiment étape par étape, ce qui nous permet aussi de tester et de voir si le modèle il est toujours rentable, sachant que si on fabriquait uniquement pour des marques, du coup on aurait cet enjeu de marge et cet enjeu de coût de revient qui serait très important. Là, le fait de travailler aussi pour des entreprises en direct et d'avoir très peu d'intermédiaires, en fait, d'être l'atelier qui vend en direct, bah, ça nous permet d'avoir un équilibre qui nous permet de nous développer. Et je suis plus à l'aise sur ça que sur vraiment démarrer direct avec de gros investissements et peut-être du coup derrière de devoir passer dans une autre logique. Donc voilà, on est plutôt parti sur la stratégie des petits pas. Alors, je regarde les autres questions. Combien de temps a duré l'accompagnement? Ça a duré 1 an et c'était, alors j'ai commencé l'accompagnement, j'étais encore en poste, j'étais encore dans mon ancien travail et ça a duré, je crois, 3 mois où je faisais un peu les 2 et après, pendant 9 mois, j'étais vraiment à 100 dans le développement du projet et dans la constitution de la petite équipe qu'on est maintenant et qui développe le projet. Comment on a financé le démarrage? Alors là, il y a beaucoup d'aides à échelle régionale sur tout ce qui finance l'économie sociale et solidaire. Donc là, le mieux, c'est de se rapprocher sûrement des incubateurs locaux qui connaissent bien les financements régionaux. Donc nous, on a été aidés par la région Normandie. Après, sur les entreprises d'insertion, il y a aussi ce qu'on appelle le fonds de développement de l'insertion. Donc ça, c'était nos principales aides. Après, on a aussi été chercher un prêt bancaire, un petit prêt bancaire pour le coup. Et on a été au réseau Entreprendre aussi, qui n'est pas du tout lié à l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi France Active dans le même style, qui est pour le coup là dédié à l'économie sociale et solidaire et qui permettent d'avoir des prêts d'honneur quand on n'a pas, quand on est souvent, enfin, dans mon cas, j'avais pas d'argent personnel, énormément d'argent personnel à mettre au capital. Donc pour ça, c'est pas mal. Existe-t-il des possibilités pour les personnes qui n'ont pas l'idée d'un projet, mais qui souhaitent porter un projet d'entrepreneuriat ESS? Bah ça, je laisserais peut-être Sandy donner l'exemple, si je me souviens bien. Il y a une initiative à l'adresse qui est peut-être dans d'autres régions aussi, qui est, je crois, la fabrique des territoires, ou non, je crois que c'est justement aller chercher des sujets où il y a des difficultés, où il y a des vraies problématiques et essayer de le matcher euh, avec des entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre dans l'ESS. Donc, je laisserai Sandy développer là-dessus. Et je pense aussi que la filière laine qui devrait être relocalisée sur le même principe, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est beaucoup ce qui se passe, donc plutôt en Occitanie, là, pour le coup. Mais du coup, ouais, complètement, c'est un peu dans la même logique. Donc là, ouais, je peux vous inviter à aller regarder ce qui se passe du côté de l'Occitanie sur la filière laine. C'est super intéressant aussi. Et toutes les filières de circuit court, elles sont, je trouve, passionnantes. En tout cas, c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Pauline, pour ton témoignage et toutes ces précisions. On va aussi peut-être vous envoyer des choses sur la filière laine. Il y a pas mal de projets qui existent, donc on peut partager. Maintenant, pour être complètement complémentaire avec ce que tu viens de dire, puis pour aller sur la phase d'accompagnement, donc on accueille Sandy. Et bien sûr, n'hésite pas après, Pauline, à rebondir si à un moment tu veux dire quelque chose. Donc Sandy, on te laisse la parole pour présenter Catapulte, l'adresse, et puis plus particulièrement Catapulte après. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Sandy, donc je suis chargée d'accompagnement à l'Adresse. L'Adresse est une association basée en Normandie qui a pour mission de favoriser le développement de l'entrepreneuriat social. On existe depuis 2005. Tu peux passer la slide de Floriane, ou je ne sais pas qui gère le PowerPoint. Voilà. Aujourd'hui, on est une équipe de 13 salariés avec des bureaux à Rouen et à Caen. Mais on agit surtout toute la région Normandie, donc sur les 5 départements.
On fonctionne donc en tant qu'association, on a à peu près 80 adhérents qui sont des entreprises sociales qu'on a pu accompagner ou pas d'ailleurs, des réseaux de l'ESS et des acteurs publics. Vous voyez, j'ai mis les logos un petit peu de tous ceux qui financent en particulier notre programme d'incubation. Comme disait Floriane, ça permet de rendre accessible à tout le monde l'accompagnement. Et donc, tu peux passer la slide. Donc, on intervient à différents stades selon le projet. Floriane disait tout à l'heure comment on choisit son accompagnement. Bah, effectivement, ça dépend de là où vous en êtes dans votre projet. Est-ce que c'est juste une idée pour répondre du coup à la question qui était dans les questions-réponses là sur si je ne sais pas exactement ce que je veux faire, est-ce qu'il existe des programmes? Oui, il en existe. En Normandie, on a testé l'année dernière, on va voir comment on le déploie, ce qu'on appelle un parcours d'idéation. Le format, c'était quelques ateliers en collectif avec d'autres porteurs de projets pour débroussailler un peu les secteurs d'activité, les motivations qu'ont les porteurs de projets, et voir dans quel domaine on pourrait entreprendre, bien comprendre ce que ça implique, le fait aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que on ne se rend pas toujours compte des implications. Donc ça, c'est les programmes d'idéation. Nous, on a travaillé un en Normandie, mais il en existe sur d'autres régions en France. Et tout à l'heure, Pauline évoquait la fabrique à initiative, et pas fabrique des territoires. Fabrique à initiative, c'est un programme qui est plutôt dédié au territoire, où là, nous, on va rencontrer des acteurs sur les territoires, donc plutôt des collectivités territoriales, voir avec elles quels sont les besoins qui ne sont pas couverts, et on va faire une étude d'opportunité pour aller créer une entreprise sur ce territoire-là. Donc, une fois qu'on a l'étude faite, on va aller chercher un porteur de projet à qui on va confier cette étude et qui va mener le projet. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et la fabrique à initiative, ça, c'est un programme qui est porté par un certain nombre d'acteurs partout en France aussi. Voilà. En Normandie, c'est nous qui l'apportons. Plus particulièrement pour les porteurs de projets, comme il y a un certain nombre d'entre vous qui sont peut-être porteurs d'un projet, on propose deux programmes principaux d'aide à la création. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous outiller, de vous aider à vous poser les bonnes questions, de vous aider à formaliser votre projet pour vous lancer. Donc, on a à la fois un programme d'incubation sur lequel je vais revenir plus en détail juste après, et un programme un petit peu plus au fil de l'eau qu'on appelle Codéclic, qui est financé par la région Normandie, qui permet un accompagnement individuel, un petit peu à la carte, pour vous guider dans toutes les étapes. Et puis, comme l'idée, c'est que une fois que vous êtes lancé dans votre activité, on essaye de ne pas laisser les entrepreneurs seuls, parce qu'au démarrage, on a souvent encore beaucoup de questions. Et donc, on a aussi des programmes d'accompagnement au suivi du démarrage d'activité, on va dire, et puis d'accompagnement aussi au développement. On peut aussi accueillir donc, des structures qui voudraient venir s'implanter en Normandie. Si voilà, vous allez créer un projet qui fonctionne très bien en Rhône-Alpes et vous voulez l'implanter sur notre région, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Donc pour développer un petit peu plus Catapulte, donc Catapulte, c'est un programme d'incubation. L'idée, c'est de proposer vraiment un accompagnement renforcé pendant 1 an. Donc ça, c'est le format que nous, on a à l'adresse. Maintenant, il y a des incubateurs qui fonctionnent sur 6 mois, 9 mois, 1 an. Enfin, voilà, on est plutôt sur ces délais-là, ça dépend un petit peu des programmes. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer un programme complet pour voilà, passer de l'idée au démarrage d'activité. Donc ça fonctionne, ces programmes-là, et Catapulte en particulier, fonctionnent sous forme d'appel à candidature. Chaque année, nous, on lance un appel à candidature, et là, en 2023, on va lancer un deuxième appel à candidature pour pouvoir aussi accompagner des projets en milieu d'année. Donc ça fonctionne sur sélection, il y a un dossier de candidature à remplir. Ensuite, il y a une première étape donc, de sélection sur dossier, et une deuxième étape de passage devant un jury, un comité de sélection, ce qui vous permet d'intégrer ce programme-là. Donc, comme je disais, c'est un programme d'1 an avec à la fois un accompagnement personnalisé, avec donc une chargée d'accompagnement
référente, parce qu'on n'est que des filles là en ce moment à l'adresse, qui va vous suivre avec des rendez-vous mensuels. Donc vraiment tous les mois, on fait le point avec vous sur vos objectifs, sur les difficultés que vous rencontrez. L'objectif, c'est qu'on vous donne des outils aussi, qu'on vous apprenne à utiliser les outils de formalisation d'un projet et qu'on puisse aussi surtout vous créer du réseau, vous mettre en lien avec d'autres acteurs, d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets. Donc ça sur la partie rendez-vous, accompagnement individuel. Ensuite, on a aussi dans l'incubateur un mentor, c'est un chef d'entreprise en fait qui a plusieurs années d'expérience, qui va être là pour vous guider, vous partager son réseau et son expérience d'entrepreneur. Donc chaque projet a un mentor qui lui est attribué en début d'incubation. Et puis on a autour de nous tout un réseau d'experts qu'on peut solliciter au cas par cas. Donc on a un expert comptable, une avocate, des gens experts dans le mécénat, dans les ressources humaines. Et là, en fonction des questions qu'on se pose, donc pendant les rendez-vous individuels, on peut aller chercher ponctuellement de l'expertise pour vraiment avoir un avis technique plus poussé. Donc ça, c'est sur la partie vraiment personnalisée. Ensuite, dans ce programme-là, ce qui est intéressant aussi, je pense, peut-être que Pauline pourra témoigner, mais c'est le côté collectif. Donc chaque année, quand Pauline a été sélectionnée, effectivement, on avait 15 projets, mais là maintenant, on a 20 projets qui sont sélectionnés donc, sur chaque programme d'incubation. Et donc ces 20 projets-là, on leur propose de se regrouper à la fois sur des temps de formation, il y a une dizaine de journées de formation qui sont prévues donc, sur l'année, et aussi sur des temps plus informels on appelle des journées promo, où l'objectif, c'est de se partager des outils d'animation, d'aller visiter un tiers-lieu, de profiter d'un témoignage d'un entrepreneur et de collectivement réfléchir à des problématiques qu'on a. Donc ça crée vraiment une émulation collective et ça sort l'entrepreneur de sa solitude, parce que ça peut être vraiment un frein quand on entreprend de se retrouver tout seul avec ces questions. Donc là, vraiment, on a des lieux de partage de tout ça. On utilise aussi un réseau social Slack pour pouvoir poser des questions aussi entre les temps de rencontres formelles, on va dire. Et donc ce programme-là, voilà, c'est sur toute la région Normandie. Donc on se promène aussi dans la région, ça me permet de visiter des lieux et des endroits. Et puis la troisième brique du programme, c'est la partie plus événementielle, où là, l'idée, c'est de confronter en fait les projets à notre communauté ou à un plus grand public. Donc tout au long de l'année, on propose différents formats pendant lesquels les projets vont pouvoir se faire challenger, s'exercer au pitch, donc à la présentation de leur projet en 3 minutes devant un grand public. Voilà, tout un tas d'événements qui sont formatifs et qui permettent d'élargir le réseau. Donc voilà, tout ça fait que c'est vraiment un programme qui est complet, intensif. L'idée, c'est que vraiment ça vous outille à la fois en termes de méthodologie, que vous vous sentiez épaulé, voilà, quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, qu'on puisse vous aider à vous rebooster, qu'on puisse vous guider. On a vraiment une posture d'accompagnement. On ne fait pas la place des porteurs de projets, mais on vous guide dans tout ce chemin qui n'est pas linéaire, effectivement, où il y a des hauts et des bas. Et puis, on peut aussi ouvrir le champ des possibles. Comme disait Pauline, on arrive avec une idée, on veut avoir un impact sur l'environnement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. On peut aussi creuser cette notion d'impact. C'est ça l'intérêt de se faire accompagner par une structure un peu spécialiste de l'ESS, peut-être par rapport à d'autres structures plus généralistes. Nous, on va vraiment travailler avec vous sur ces notions d'impact, sur le côté gouvernance collective aussi, comment on traduit ça dans son projet, comment on choisit un statut de l'économie sociale et solidaire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je peux regarder peut-être un petit peu s'il y a des questions qui me sont dédiées. Pour juste avec ce que tu étais en train de dire là à l'instant, il y a une question de Fabienne qui se fait actuellement accompagner pendant 3 mois avec un dispositif dédié, enfin pas dédié à l'ESS, et qui demande: conseillerez-vous, si on veut intégrer le domaine de l'ESS, de passer plutôt directement par un organisme vraiment spécialisé que par un accompagnement, ah mince, ça a disparu, que par un accompagnement généraliste dès le départ?
Moi, je pense que c'est bien quand on a des structures spécialisées dans l'ESS et que si ça nous parle en tant qu'entrepreneur d'entreprendre de cette manière-là, c'est bien d'aller tout de suite vers des structures spécialisées parce que finalement, on a les mêmes outils. Enfin, on va aussi travailler la partie économique, études de marché, tous ces aspects-là qui vont être travaillés par des structures généralistes. Mais on va vraiment apporter cette coloration entrepreneuriat social ou économie sociale et solidaire dès le départ. Et finalement, je pense, si on se fait accompagner par une structure généraliste au départ et qu'on vient sur le tard dans une structure de l'ESS, ça peut être peut-être plus compliqué de revenir en arrière si on a déjà créé sa structure, si on a déjà un modèle un peu préétabli. Je pense que c'est pas mal de le faire dès le départ. Pauline, tu voulais compléter? Ouais, carrément, je peux témoigner aussi. Donc, du coup, je me suis aussi mise à Pôle emploi quand j'ai arrêté mon travail. Et du coup, je me souviens de la conversation avec le conseiller Pôle emploi. En Normandie, on a un dispositif qui, je pense, est le même que celui dont tu parles, enfin, dans le même système qui s'appelle Ici, je monte ma boîte, qui est généraliste pour le coup. Et du coup, moi, je leur avais dit, je suis déjà dans un accompagnement à l'adresse Normandie qui est consacré à l'économie sociale et solidaire. Et du coup, il m'avait dit, ah oui, du coup, c'est bon, passe par ce dispositif, ça n'empêchera en rien que si tu as des indemnités chômage, Pôle emploi, que tu les conserves et que ça te permette de développer ton activité en parallèle. Tu auras juste à chaque fois faire ton actualisation en disant que tu as créé une structure et ça te permettra sur les premiers mois, premières années de pouvoir développer ton activité. Tu auras toujours le droit à tes aides en passant par ça, quoi. Je vois qu'il y a quelques autres questions auxquelles je peux répondre. Je pense, les structures d'accompagnement dans l'ESS font-elles appel à des prestataires externes? Effectivement, dans un incubateur, en général, on a un programme de formation. Et donc, pour ces formations-là, nous, on va solliciter des intervenants extérieurs qu'on rémunère. Enfin, voilà, on va chercher des consultants. Donc là, on fait un petit cahier des charges en début d'année, puis on va chercher ces prestataires-là. Voilà. Après, il y a d'autres intervenants qui interviennent de manière bénévole. Le mentorat, donc ça, c'est fait bénévolement. Nos experts, ils interviennent aussi de manière bénévole. Donc, ça dépend. Je ne suis pas sûre que tous les incubateurs fonctionnent de la même manière, mais il y a un petit peu des deux, en tout cas, dans nos partenaires. Ensuite, il y a une question sur est-ce que ça existe d'être disponible à 100%? Alors 100%, pas nécessairement, mais c'est vrai que ça demande quand même une grande disponibilité. Pauline pourra en témoigner, quand on démarre l'accompagnement et qu'on est encore en poste, concrètement, on peut venir aux formations, on vient au rendez-vous, mais entre deux, à part bosser le soir et le week-end, c'est un peu compliqué pour aller rencontrer d'autres acteurs, prendre des rendez-vous. Enfin voilà, on peut rapidement être limité. Donc à un moment donné, il faut voir comment on arrive à réduire peut-être un petit peu son temps de travail. Alors nous, on ne conseille surtout pas de lâcher son travail sans solution derrière. Il faut quand même être disponible, mais à la fois aussi, il ne faut pas être trop tendu financièrement parce que quand on se lance, en général, on n'arrive pas à se rémunérer au bout de 2 mois. Enfin, ça prend un peu de temps aussi. Donc, il faut arriver peut-être à négocier des conditions de départ progressives dans l'entreprise, avoir une rupture conventionnelle si on peut, pouvoir avoir aussi des indemnités et avoir aussi être financièrement assez à l'aise pour travailler son entreprise. Je ne sais pas si tu veux réagir, Pauline. Ouais, non, je confirme tout ce que tu as dit. Dans notre promo, je crois que beaucoup au début avaient encore leur boulot en parallèle et petit à petit, ils lâchaient leur emploi pour être à 100% sur leur projet. En fait, avoir les deux, le problème, c'est que du coup, au début, je posais mes jours de congé pour avoir les formations catapultes. Et donc, en fait, ça fonctionne, mais pas sur beaucoup de temps. Donc, ouais, il faut déjà être vraiment dans la démarche de vraiment s'y consacrer à 100%. Par contre, si à l'inverse, vous avez votre boulot, que vous êtes plus sûr, je voudrais m'intéresser à l'économie sociale et solidaire, je n'ai pas encore vraiment l'idée, je pense que là, il y a d'autres dispositifs qui peuvent fonctionner, prendre un peu moins de temps. Mais c'est vrai que si vous allez dans un incubateur, vraiment, là, ça prend plus de temps. Mais dans tous les cas, pour entreprendre, il faut aussi dédier du temps, sinon ça Oui. ne peut pas partir. Autre question, quel est le montant moyen d'intégration d'un incubateur? En fait, ça dépend aussi des programmes. Nous, à l'adresse, c'est gratuit. Enfin, on ne dit pas gratuit, on dit pris en charge par nos partenaires. Voilà, on va chercher des financements qui permettent que les incubés n'aient pas
n'aient rien à payer pendant tout leur programme d'incubation. Après, on leur propose à l'issue de l'incubation d'adhérer à l'adresse pour aussi continuer à bénéficier de notre communauté. Mais c'est pas obligatoire. Et voilà, on est plutôt sur une logique qui peuvent, après, on peut les solliciter pour venir témoigner à ce genre de webinaire ou quand on fait des réunions d'information. Voilà, ça peut être des choses sur lesquelles on sollicite les incubés, mais il n'y a pas de financement. Après, je sais que certains incubateurs demandent une petite participation financière. Je n'ai pas les montants en tête. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a une question pour Pauline. Une Ouais. question bête, mais il n'y en a pas des questions bêtes. C'est ça qui demande sur la rédaction des statuts, constitution de bilan, comment tu as procédé? Ouais, alors on a le truc de dire qu'au début, on veut le mettre le moins en dessous possible sur, je crois qu'on dit bootstrapper dans le monde des startups classiques. Donc, c'est un truc que je fais pas mal, d'essayer de mettre le moins en dessous possible sur plein de choses. Mais là, pour le coup, il faut quand même y passer un petit peu de temps. Alors, ce que j'avais fait, c'est que à la fois, j'avais eu un échange avec une avocate qui était dans le cadre de l'accompagnement pour lui présenter le projet, voir un peu vers quel statut on s'orientait, etc. Ensuite, j'avais vu avec un ancien de l'incubateur aussi d'ailleurs, qui avait rédigé des statuts, qui avait fait faire rédiger des statuts par une avocate. Et j'avais vu avec lui, j'étais repartie de sa base de statuts. Et une fois que j'avais mélangé ça, je suis passée par Legal Start, qui est du coup pas très cher et qui est en ligne. Après, tout dépend en fait de la complexité. Moi, c'était vraiment l'ASS de l'ESS, c'est encore assez simple. J'avais pas d'associé, j'ai lancé au début sans associé. Donc là, quand on va faire des packs d'associés pour élargir et avoir une gouvernance différente, on va passer vraiment par des avocats. Moi, au début, c'était simple. Par contre, si vous partez sur des statuts. Bon, déjà, dès qu'il y a des associés, je pense qu'il faut passer par des avocats. Et dès qu'il y a des structures différentes, coopératives, etc., là, je pense que ça demande vraiment l'expertise de ceux qui connaissent bien le montage de coopératives, etc. Donc, pas trop bootstrapper non plus cette partie-là et essayer vraiment de la faire bien, surtout s'il y a des enjeux d'association. Ensuite, je peux peut-être répondre. Donc, je vous laisse répondre sur la différence entre ESS et entreprise à impact. Peut-être, Floriane, si tu veux prendre. Je répondrai après s'il y a encore Ah, ok. des questions sur... Ça marche. Sur comment gérez-vous l'emploi des réfugiés via l'OFII? Quelles problématiques avez-vous rencontrées et quelles obligations à respecter? Alors, je vais te faire une réponse pas tout à fait complète. Nous, pour le moment, on travaille beaucoup en fait avec deux autres structures d'insertion qui sont des chantiers d'insertion. Donc, les chantiers, à l'inverse des entreprises d'insertion, les chantiers sont sous forme associative et tout le modèle repose, d'ailleurs, ça va un peu répondre à la deuxième en même oui, un petit peu, je crois, oui. À la deuxième en même temps, l'entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui a une vocation, qui a une mission. Nous, notre mission, c'est faciliter l'accès au lait en circuit court et on intègre l'insertion au centre de notre mission aussi. Mais un chantier d'insertion, il a toujours une activité, Sandy, elle écoute bien pour voir si je me trompe ou pas, mais un chantier d'insertion, il a toujours un but, une activité, souvent d'ailleurs en lien avec le recyclage, effectivement, la valorisation, etc. Et il est toujours sous forme associative. Et donc nous, on travaille beaucoup avec deux associations, deux chantiers d'insertion qui ont déjà des profils type réfugiés, enfin des profils adaptés et qui rentrent dans les catégories de l'insertion. Et donc c'est comme ça qu'on est passé sur nos premiers recrutements. Donc on n'est pas passé par l'OFII. Peut-être qu'on élargira plus tard et qu'on ira directement. On a eu en fait au début beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en nous disant moi je suis ukrainienne et à l'origine j'étais couturière dans mon pays ou iranien, afghan. Enfin, il y en a beaucoup qui avaient ce métier en plus dans leur pays. Donc on pense que c'est hyper intéressant de les aider à s'insérer via en plus quelque chose qu'ils connaissent, mais ils ont d'autres barrières à l'emploi qui sont vraiment bien. Donc voilà, donc on fait un mix entre des réfugiés, des personnes un peu plus âgées qui ont quitté le secteur de l'emploi. Je réponds et là, je vais un peu trop loin. Donc voilà, mais en tout cas, c'est bien aussi, je pense, de s'épauler d'autres structures sur le territoire. Et dans notre projet, il y a un objectif d'utilité sociale, mais pas que. Dans quel cas estime-t-on qu'on est bien dans l'ESS et pas une simple entreprise?
Alors ça, je vais aussi laisser les experts répondre, mais en tout cas, moi, je pense que nous, c'est le cas aussi. Du coup, enfin, c je pense que tout est un peu essaie d'avoir de l'impact dans notre entreprise, même notre mission principale, de faciliter l'accès au lait en circuit court. Mais du coup, je pense que les 2 sont pas forcément incompatibles. Ça dépend un peu, de la volonté initiale et où est-ce qu'on veut porter le projet. Voilà, je vous laisse répondre, les filles, Ouais, je pense que vous savez mieux. compléter un petit peu. Enfin, c'est pas évident d'avoir une réponse très arrêtée là-dessus, en fait. Mais l'idée, c'est que dans l'entrepreneuriat social, l'objectif d'impact social, d'utilité sociale doit vraiment être au cœur du projet. On essaye de, voilà, par tous les moyens, d'augmenter cet impact-là. Et ça fait un peu, du coup, aussi lien avec la question du dessus sur la différence entre ESS et entreprise à impact. Si l'idée, c'est c'est d'avoir une toute petite branche d'activité avec un impact, on va pas nécessairement être dans l'économie sociale et solidaire, si à côté de ça, la majorité de l'activité de l'entreprise, est plutôt Mmh. classique. Alors que si on met ça vraiment au cœur de notre projet et du coup, c'est traduit, aussi, dans les statuts, dans la vision, dans la mission de l'entreprise, on pose ça vraiment noir sur blanc et c'est vraiment au cœur du projet, quoi. Enfin, c'est vraiment ça la différence, je pense. Je sais pas si tu veux compléter, Floriane? Ouais, c'est très bien dit. Faut vraiment toujours, je pense, se référer aux 4 grands principes, de l'ESS qui, au-delà, de donner une définition, sont aussi des garde-fous sur, pourquoi on veut entreprendre autrement et à quoi on cherche à quel besoin on cherche, à répondre pour, entreprendre autrement. Et je voulais juste dire, on a aussi des guides sur les formes juridiques, et comment s'orienter vers la forme juridique adaptée à son projet, sachant que, voilà, une entreprise, c'est pas une forme juridique, c'est pas un statut. Donc, il y a beaucoup de statuts différents et que, pour être vraiment dans l'ESS, il y a, ce fameux agrément ESUS qui permet aussi de voir que toutes les, conditions, les principes de gouvernance de l'ESS, sont bien respectés et voilà, c'est à demander l'agrément auprès des directs. Et je prends la suite pour répondre à Fabrice et compléter ma réponse. Je n'ai pas bien compris le lien entre Mi-Juin et les chantiers d'insertion. Quel statut ont ces réfugiés, salariés, bénévoles? Comment sont-ils rémunérés? Alors le lien entre Mi-Juin et les chantiers d'insertion, donc nous, Mi-Juin, c'est une entreprise d'insertion et les chantiers d'insertion avec lesquels je parlais, bah, eux, ils sont là depuis longtemps et nous, quand on a monté un dossier pour devenir entreprise d'insertion, le travail qu'on demande en général, enfin qui est demandé par la DREETS, c'est de mailler un peu l'écosystème et de voir si on répond vraiment à un besoin, s'il y a des complémentarités à apporter avec les autres structures qui existent déjà. Et nous, là où on s'est dit que ça pouvait être pertinent, c'est qu'il y a des chantiers d'insertion, notamment autour du textile, donc soit de la valorisation du recyclage des textiles ou des pressings, là les deux dont je parle, c'est ça, qui ont envie ensuite d'emmener leurs salariés vers des débouchés. Et nous, en fait, on se positionne un peu en... Parfois, les salariés, donc les réfugiés ou autres salariés en insertion sont dans ces structures, sont dans ces chantiers d'insertion pendant une année et vont faire leur deuxième année chez nous avant, idéalement, de pouvoir s'insérer dans des entreprises classiques, donc nous, dans les ateliers de confection classiques. Donc c'est un peu ça l'idée. Après, quel statut ont ces réfugiés? Bah, ils sont salariés en insertion. Ils ne sont pas bénévoles, non, ils sont rémunérés. Ça permet, dans le cas des chantiers d'insertion, il y a des aides au poste de l'État qui sont proches de, pas de 100%, mais pas loin. Dans les entreprises d'insertion, l'aide au poste, elle est un peu inférieure parce que du coup, on considère que c'est un modèle de financement différent. Et donc, ils sont rémunérés. Donc après, ça dépend s'ils sont sur du temps plein. En général, il y a beaucoup de temps partiel. Nous, on essaie de faire pas mal de temps plein. Du coup, ça leur permet d'avoir quand même une rémunération au SMIC. Voilà. Et après, il y a une histoire quand même de... Donc, je ne suis pas experte sur le sujet, mais j'en ai rencontré qui arrivaient, enfin, qui me disaient, bah, moi, je suis super intéressée et je suis très partante, mais je n'ai pas encore le statut de réfugié. Et du coup, ils n'avaient pas le permis de travail nécessaire. Donc ça, il faudra qu'on creuse, nous. Pour le moment, on s'appuie vraiment sur les 2 chantiers d'insertion dont je parlais pour avoir des personnes qui sont déjà éligibles à ce qu'on appelle le pass IAE. Donc c'est un peu technique, mais c'est un pass qui dure 2 ans dans l'insertion et qui permet de faire des CDD d'insertion pendant cette durée de 2 ans.
et de rejoindre des structures d'insertion. Et une fois qu'elles ont rejoint ces structures, elles essaient de s'insérer. Donc pour le moment, nous, on passe vraiment par des chantiers d'insertion parce que c'est plus simple pour nous pour le moment. Mais ensuite, pourquoi pas essayer de se rapprocher de structures qui travaillent avec les réfugiés et les aider à être même le premier point de contact en tant qu'atelier, voilà, en tout cas d'essayer vraiment d'être les premiers à les intégrer. Et ensuite, je pense que c'est pour vous. Oui, merci. On va peut-être conclure puisqu'on arrive à la fin du webinaire. Donc, on vous a demandé, est-ce que vous auriez un dernier conseil à apporter à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'économie sociale et solidaire? Pauline, Sandy. Ouais, moi j'en ai deux là. J'en avais un premier qui est celui de, en fait au début, souvent dans les accompagnements, vous allez devoir travailler sur la mission, la vision de la structure. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, c'est un peu rébarbatif, il faut vraiment mettre sa mission, sa vision, la formuler dans une phrase. Est-ce que ça va vraiment me servir? Et en fait, c'est hyper, hyper intéressant et hyper pertinent parce que du coup, après, ça vous permet, vous allez vite confronter au fait de s'éparpiller, de vouloir aller un peu dans tous les sens et du coup avoir sa mission et sa vision qui sont claires, c'est vraiment, vraiment important. Nous, c'est faciliter l'accès au circuit court et du coup, tout ce qui va dans cette direction, qui permet vraiment d'aller là-dedans, et ben, on y va. Le deuxième conseil, c'est le tester et apprendre, test and learn, toujours essayer de... Et en fait, plutôt que d'essayer d'être prêt et que tout soit parfait et de vraiment être... parfois, il faut essayer des choses et apprendre de ses erreurs. Et donc, quand je parlais de la stratégie des petits pas, nous, on essaie de faire ça, de développer, de garder un rythme soutenu, mais de toujours apprendre des erreurs qu'on va faire. Voilà, donc je pense que c'est mes deux conseils. Et je laisse Sandy continuer. Moi, je dirais, ne restez pas seul avec votre idée. Vraiment, ne pas hésiter à en parler autour de vous. Enfin, faut pas craindre on va me voler mon idée. Voilà, je pense vraiment, vraiment, n'hésitez pas à aller taper aux portes des structures d'accompagnement, mais aussi de France, des acteurs de leur domaine. Enfin, voilà, aller à la rencontre des gens pour chercher de l'accompagnement, du soutien. Ne restez pas seul. Très bon conseil. Merci beaucoup encore, Sandy et Pauline, pour votre participation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu dans la discussion, mais il y a eu plein de commentaires qui vous remerciaient pour les témoignages et bravo pour le projet Pauline aussi. Il y a eu pas mal de bravo. Merci beaucoup à tous les participants, participantes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien entendu, n'hésitez pas à regarder le replay si jamais il y a des informations que vous avez manquées ou sur lesquelles vous voulez revenir. Il vous sera envoyé par la suite ainsi que le support. On vous a envoyé un certain nombre de liens. On partage également nos contacts. Donc, si jamais il y a un sujet que vous voulez creuser ou une information que vous n'avez pas eue, n'hésitez pas à nous la demander par la suite. Encore merci beaucoup. Vous allez recevoir un petit questionnaire en quittant le webinaire. Donc, merci d'avance pour vos réponses pour qu'on puisse aussi avoir un retour sur le webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de matinée et à bientôt donc. Au revoir. À bientôt. Et au revoir.